J'ai perdu les os chez mes parents pendant le dîner. J'ai crié pour que quelqu'un m'emmène à l'hôpital immédiatement. Ma mère a dit, finis la vaisselle d'abord, le travail prend des heures de toute façon. Papa a ajouté, arrête d'être si dramatique pour tout. J'agonisais, en les suppliant de m'aider. Ma sœur m'a donné un coup de pied violent dans le côté, tu gâches notre dîner. Je me suis effondré sur le sol de la cuisine, incapable de tenir debout. Ils m'ont enjambé et ont continué à manger. Des heures plus tard, alors que je ne pouvais plus bouger et que j'étais à peine consciente, ma cousine a enfin appelé une ambulance. À l'hôpital, les médecins m'ont précipité en chirurgie d'urgence en disant « Pourquoi avez-vous attendu si longtemps ?» Le bébé est en détresse critique. Je me suis évanoui de douleur. Quand je me suis réveillé des heures plus tard, le médecin est entré avec un visage grave et a dit. Puis ma famille est arrivée et ma mère a dit « Eh bien, au moins maintenant tu peux te concentrer sur le fait d'être utile à cette famille. » Ce que je leur ai fait après avoir entendu ça. Les lumières fluorescentes brûlaient mes yeux, alors que je luttais pour les ouvrir. Tout semblait lointain et étouffé, comme si j'étais sous l'eau. Une forte odeur antiseptique remplissait mes narines, tandis que des machines bipsaient régulièrement à côté de moi. Tout mon corps me faisait mal, avec un vide que je n'avais jamais ressenti auparavant. Le docteur Steven se tenait au pied de mon lit, son expression soigneusement neutre, de cette manière que les professionnels de la santé perfectionnent au fil des années, à force d'annoncer des nouvelles difficiles. Il s'est raclé la gorge et a jeté un coup d'œil au dossier dans ses mains, avant de croiser mon regard. « Madame Winters, je dois vous expliquer ce qui s'est passé pendant l'urgence. » Césarienne, commença-t-il, sa voix mesurée et calme malgré la gravité de ses mots. « Vous êtes arrivé dans un état critique. Le décollement placentaire était sévère, et il progressait depuis plusieurs heures avant que vous ne receviez une intervention médicale. Ma gorge ressemblait à du papier de verre. J'ai essayé de parler, mais je n'ai réussi qu'à murmurer. « Mon bébé ? » « Votre fille est vivante, » dit rapidement le docteur Steven, et j'ai ressenti un élan de soulagement si intense qu'il m'a mis les larmes aux yeux. Cependant, elle est à l'unité de soins intensifs néonatales. La privation prolongée d'oxygène a causé quelques complications. Nous la surveillons de près. Elle est stable maintenant, mais les prochaines 72 heures sont critiques. Avant que je puisse assimiler ces paroles, la porte s'est ouverte avec suffisamment de force pour cogner contre le mur. Ma mère a balayé la pièce comme un front orageux, mon père traînant derrière elle avec son expression habituelle de légère irritation. Ma sœur, Bethany, suivait, vérifiant son téléphone et semblant suprêmement ennuyée. Enfin réveillée, annonça ma mère, ne prenant pas la peine de faire des politesses ou de demander comment je me sentais. Les infirmières ne voulaient rien nous dire. Si dramatique avec leur politique de confidentialité. Le docteur Steven se raidit visiblement. « Madame Garrett, votre fille vient de subir une intervention chirurgicale majeure. Elle a besoin de repos, et... Nous sommes sa famille, » le coupa ma mère d'un geste dédaigneux. Nous avons tout à fait le droit d'être ici. La mâchoire du médecin se serra, mais il garda son sang-froid professionnel. Je vous donne quelques minutes, mais Madame Winters doit éviter tout stress pendant sa convalescence. Il me regarda directement, avec une expression qui transmettait plus de sympathie que ses mots ne le permettaient. Je reviendrai vous voir sous peu. Après son départ, le silence remplit la pièce pendant exactement 3 secondes, avant que ma mère ne se lance dans son évaluation de la situation. Eh bien, au moins maintenant tu peux te concentrer sur le fait d'être utile à cette famille, déclara-t-elle, en croisant les bras sur sa poitrine. Toute cette situation de mère célibataire allait mal finir de toute façon. Nous t'avions dit de ne pas t'impliquer avec cet homme, mais tu n'écoutes jamais personne. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Je les fixais, me demandant si j'avais mal entendu ou si, peut-être, les médicaments causaient des hallucinations. Ma fille se battait pour sa vie aux soins intensifs, et c'était ce que ma mère choisissait de dire. « Est-ce que tu viens juste de... » Ma voix s'est brisée. Mon bébé est en soins intensifs. Et à qui la faute, intervint Bethany, sans lever les yeux de son téléphone. Si tu n'avais pas fait une telle scène au dîner, peut-être que tu serais arrivé ici plus tôt. L'audace de sa déclaration m'a laissé le souffle coupé. Je me souvenais m'être effondré sur le sol de leur cuisine. Je me souvenais les avoir suppliés de m'aider, pendant que des vagues de douleur s'abattaient sur moi. Je me souvenais du talon de designer de ma sœur percutant mes côtes, alors qu'elle m'enjambait pour attraper plus de vin. Je vous ai demandé de m'emmener à l'hôpital, dis-je,
entendant ma voix trembler de quelque chose qui dépassait la douleur ou l'épuisement. Je vous ai tous supplié. Le travail prend une éternité, dit ma mère avec un roulement des yeux exagéré. Tout le monde sait ça. Tu étais hystérique pour rien, comme d'habitude. Nous avions des invités pour le dessert, et tu as choisi ce moment pour faire une scène. Mon père prit enfin la parole depuis sa position près de la fenêtre. Ta mère a passé 3 jours à préparer ce repas. Le moins que tu aurais pu faire était d'aider à nettoyer, avant d'exiger que nous laissions tout tomber pour toi. Quelque chose en moi s'est fracturé à ce moment-là. Pas brisé, fracturé, comme un pare-brise développant une toile d'araignée de fissures qui finirait par éclater complètement. Mais pas encore. D'abord, ces fissures se répandraient lentement, méthodiquement, jusqu'à ce que toute la structure soit irrémédiablement endommagée. Sortez, chuchotai-je. Pardon ? Les sourcils de ma mère grimpèrent vers la racine de ses cheveux. Sortez de ma chambre. Ma voix devenait plus forte. Partez maintenant, ou je demande à la sécurité de vous faire sortir. Bethany leva réellement les yeux de son téléphone pour ça, son expression mêlant amusement et incrédulité. Tu ne peux pas être sérieuse. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter ? J'ai tendu la main vers le bouton d'appel à côté de mon lit. Vous avez 30 secondes avant que j'appuie là-dessus et que je leur dise que vous harcelez une patiente en convalescence. Nous sommes ta famille, protesta mon père, bien qu'il se dirigeât déjà vers la porte. Tu ne peux pas simplement nous mettre dehors. Regardez-moi faire. J'ai appuyé sur le bouton. Le visage de ma mère vira à une nuance impressionnante de cramoisie. Espèce de petite ingrate. 20 secondes. Ils sont partis, ma mère lançant des menaces sur ce que ce comportement allait me coûter. Comment je reviendrais en rampant, en suppliant pour leur aide? Comment il ne serait pas là pour ramasser les morceaux quand tout s'effondrerait? J'ai écouté sa voix s'estomper dans le couloir, et je n'ai absolument rien ressenti. Une infirmière est apparue en quelques instants, l'inquiétude gravée sur ses traits. Est-ce que tout va bien, ma chérie? Pouvez-vous les ajouter à une liste de non-visites, demandai-je. Tous les 3. Je ne les veux nulle part près de moi ou de ma fille. Elle a hoché la tête, une compréhension vacillant dans ses yeux qui suggérait qu'elle avait été témoin de la fin de la confrontation. Je m'assurai que ce soit documenté immédiatement. Après son départ, je suis resté allongé dans le silence stérile de ma chambre d'hôpital, et j'ai commencé à planifier. Les médicaments rendaient mes pensées floues sur les bords, mais le noyau restait tranchant comme un diamant. Ma famille m'avait toujours traité comme un inconvénient, une réflexion après coup décevante comparée aux accomplissements et à l'ascension sociale de ma sœur. Mais là, ils avaient franchi une ligne tracée dans le sang et la peur. Ils avaient failli tuer ma fille par leur négligence et leur cruauté. Ils semblaient en être fiers. Le lendemain matin, j'ai appelé ma cousine Nathalie depuis un téléphone emprunté. C'était elle qui avait appelé le 911 après être arrivée pour le dessert et m'avoir trouvé à peine consciente sur le sol, pendant que tout le monde socialisait dans la salle à manger. La dispatcheuse des urgences était restée en ligne avec elle, donnant des instructions jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. J'ai essayé de te rendre visite, dit Nathalie, sa voix chargée d'émotion. Ta mère a dit à l'hôpital qu'elle parlait au nom de la famille et que tu ne voulais pas de visiteurs. Elle a été ajoutée à la liste restreinte, l'ai-je assuré. Peux-tu faire quelque chose pour moi? J'ai besoin que tu demandes l'enregistrement du 911 de cette nuit-là. En tant que témoin de l'incident, tu devrais pouvoir en obtenir une copie. C'est déjà fait, répondit-elle, et j'entendis des papiers froissés. Je pensais que tu pourrais en avoir besoin. Les choses qu'il disait pendant que tu étais allongé là, refusant de reconnaître ce qui se passait. Tout est enregistré. La dispatcheuse n'arrêtait pas de demander si quelqu'un t'aidait, et je devais continuer à dire non. Peux-tu me l'envoyer par email? Je lui ai donné mon adresse. Et une dernière chose, connais-tu quelqu'un qui travaille dans l'immobilier? Plus précisément quelqu'un qui s'occupe des ventes de propriétés de luxe? Nathalie marqua une pause. Ma petite amie Andrea travaille pour Morrison & Associates. Il se spécialise dans les ventes résidentielles haut de gamme. Pourquoi? Parce que mes parents sont sur le point de découvrir que la réduction du train de vie n'est pas seulement quelque chose qui arrive aux autres. Au cours de la semaine suivante, alors que ma fille se battait pour sa stabilité aux soins intensifs, j'ai transformé ma chambre d'hôpital en centre de commandement. Mon ordinateur portable est devenu un élément permanent sur la table roulante, et j'ai mené des appels vidéo avec des avocats, des enquêteurs et divers professionnels dont je n'avais jamais imaginé avoir besoin des services.
Le premier appel a été avec Timothy Walsh, un avocat spécialisé dans les abus financiers envers les personnes âgées et le droit de la famille. Je l'avais trouvé grâce à des recherches obsessionnelles pendant les heures où je ne pouvais pas dormir, c'est-à-dire la plupart du temps. Racontez-moi la soirée à nouveau, dit-il lors de notre consultation initiale, son stylo bougeant régulièrement sur son bloc-notes juridique. N'omettez rien. J'ai raconté tout le cauchemar. L'arrivée chez eux pour le dîner familial hebdomadaire auquel ils avaient insisté que j'assiste, malgré mes protestations d'être enceinte de 38 semaines. La façon dont la première contraction a frappé pendant que je mettais la table, aiguë et indubitable. L'irritation de ma mère quand j'ai demandé à sauter le dîner pour aller à l'hôpital. La deuxième contraction, plus forte et accompagnée d'un jet de liquide qui a trempé mes vêtements. C'est là que j'ai su que quelque chose n'allait vraiment pas, expliquai-je, mes mains se serrant en point au souvenir. Le liquide était sombre. J'avais lu assez de livres sur la grossesse pour savoir que cela signifiait que le bébé pouvait être en détresse. J'ai supplié ma mère de me conduire à l'hôpital. Elle m'a dit de changer de vêtements d'abord parce que je dégoulinais sur ces planchers en bois franc. L'expression de Timothy restait professionnellement neutre, mais je vis sa prise se resserrer sur son stylo. Continuez. Les contractions ont empiré. Je ne pouvais plus me tenir droite. J'ai essayé d'appeler le 911 moi-même, mais mon père m'a pris mon téléphone. Il a dit que j'étais ridicule et que je gâchais ce qui était censé être une agréable soirée en famille. Quand j'ai essayé d'atteindre mon sac à main pour trouver mes clés de voiture, ma sœur m'a bloqué le passage. Ma voix a baissé. Elle m'a dit que j'étais une honte. Puis elle m'a donné un coup de pied. Pas une petite poussée avec son pied, un vrai coup de pied dans mon côté. Je suis tombé et je n'ai pas pu me relever. Et ils ont continué le dîner? Ils m'ont enjambé pour aller à la cuisine. Je pouvais les entendre rire avec leurs invités dans l'autre pièce, pendant que j'étais allongé sur le sol. Je me souviens avoir pensé que j'allais mourir là, et qu'ils se plaindraient probablement juste de l'inconvénient du nettoyage par la suite. Timothy posa son stylo et me regarda directement. Ce que vous décrivez est de la négligence criminelle au minimum, voire une agression étant donné les actions de votre sœur. Avez-vous déposé un rapport de police? Pas encore. Je voulais vous parler d'abord. Déposez-le aujourd'hui. L'hôpital a documenté votre état à votre arrivée, ce qui corroborera votre chronologie. L'enregistrement du 911 que votre cousine a obtenu fournit la preuve du retard dans la réception des soins. Les dossiers médicaux montreront les conséquences directes de ce retard. Il se pencha en avant. Madame Winters, des cas comme celui-ci peuvent entraîner à la fois des accusations criminelles et une responsabilité civile. Les actions de votre famille ont directement mis en danger votre vie et celle de votre fille. Je veux qu'ils fassent face à toutes les conséquences possibles, dis-je doucement. Mais je veux aussi m'assurer qu'ils ne pourront jamais faire cela à quelqu'un d'autre. Ma mère a un schéma de ce comportement. Elle fait du bénévolat dans un centre pour personnes âgées, se présente comme cette personne attentionnée et compatissante. Les gens lui font confiance. Alors nous nous assurons que la vérité devienne publique. Timothy ouvrit sa mallette et sortit plusieurs documents. Commençons par une déclaration détaillée et partons de là. Le rapport de police a pris des heures à compléter. L'officier Janet Reynolds a écouté mon récit avec une incrédulité croissante, m'arrêtant occasionnellement pour poser des questions de clarification ou demander des détails spécifiques. Quand je lui ai fait écouter l'enregistrement du 911, son expression s'est durcie. La voix de la dispatcheuse résonnait clairement. « Madame, vous avez dit que la patiente est en travail depuis combien de temps ?» La réponse paniquée de Nathalie, « Je ne sais pas exactement. Elle est à peine consciente maintenant. » Sa famille a dit qu'elle a commencé à se plaindre de contractions pendant le dîner, mais c'était il y a plus de 3 heures. Est-ce que quelqu'un fournit de l'aide? Non, ils prennent juste le dessert dans l'autre pièce. Ils m'ont dit qu'elle était dramatique et que je ne devrais pas encourager son comportement de recherche d'attention. La patiente est enceinte et en travail actif, et personne ne l'aide? C'est exact. Je ne sais pas quoi faire. Il y a tellement de sang. L'officier Reynolds a arrêté l'enregistrement. Votre sœur vous a agressé pendant que vous étiez en détresse médicale? Oui. Et vos parents vous ont empêché de chercher des soins médicaux d'urgence? Oui. Elle referma son carnet avec plus de force que nécessaire. Je vais être franche avec vous, Madame Winters. C'est l'un des cas de violence familiale les plus troublants que j'ai rencontrés.
Je vais transmettre cela au bureau du procureur avec une recommandation de poursuite pour multiples chefs d'accusation. L'enquête a avancé plus vite que je ne l'avais prévu. Ma famille, suprêmement confiante en son immunité face aux conséquences, n'avait fait aucun effort pour dissimuler ses actions. Plusieurs invités du dîner se sont manifestés après avoir été contactés par la police, décrivant ma détresse visible et le rejet insensible de ma famille. Un couple était apparemment parti tôt parce qu'ils étaient tellement perturbés par ce dont ils avaient été témoins. Mais le système judiciaire n'était qu'un front dans la campagne que je menais. Le second nécessitait un type de stratégie différent. Mes parents vivaient dans un quartier prestigieux appelé Brookhaven Estate, où les pelouses manucurées et les voitures chères servaient de symboles de statut et de monnaie sociale. Ils avaient acheté leur maison il y a 20 ans, à l'époque où le quartier était simplement un sympa plutôt qu'exclusif, et avait vu sa valeur se multiplier de façon exponentielle. La propriété était leur principal actif et le fondement de leur position sociale. Elle était aussi hypothéquée jusqu'au cou. « Comment as-tu découvert ça ?» demanda Nathalie lors d'une de ses visites quotidiennes, scrutant l'écran de mon ordinateur portable où des documents financiers étaient affichés. « Les archives publiques, répondis-je, faisant défiler les informations que j'avais rassemblées. Les dépôts hypothécaires sont accessibles via la base de données du comté. Ils ont refinancé 4 fois au cours de la dernière décennie, retirant des capitaux propres à chaque fois. Le dernier refinancement date d'il y a 6 mois. Pourquoi utilisait-il l'argent ? Le style de vie de Bethany, principalement. J'ai sorti un autre document. La boutique de ma sœur fonctionne à perte depuis 3 ans d'affilée. Mes parents continuent d'y injecter de l'argent, convaincus qu'elle finira par redresser la barre. Ils ont aussi financé la rénovation complète de sa cuisine l'année dernière, le leasing de sa voiture de luxe, et ses vacances en Europe. Nathalie siffla doucement. Combien doivent-ils ? Plus que ce que vaut la maison si les valeurs immobilières chutent ne serait-ce que légèrement. Ils sont ce qu'on appelle les riches en immobilier mais pauvres en liquidité. Toute leur richesse est liée à des biens immobiliers qu'ils peuvent à peine se permettre d'entretenir. Qu'est-ce que tu vas faire de cette information ? J'ai souri sans humour. Créer de la pression. Ils sont sur le point de faire face à des accusations criminelles qui deviendront publiques. Une fois que leur cercle social apprendra ce qu'ils ont fait, leur statut dans la communauté s'évaporera. Les valeurs immobilières dans des quartiers comme le leur sont partiellement soutenues par le facteur prestige. Le scandale déprime cela. Tu vas faire couler la valeur de leur maison. Je vais m'assurer que tout le monde sache exactement qui ils sont et ce qu'ils ont fait. Les forces du marché s'occuperont du reste. Les soins intensifs sont devenus mon sanctuaire pendant ces semaines. Ma fille, que j'ai nommée Grace, se battait avec une détermination qui me rendait humble. Elle était si petite, entourée de fils et de tubes, mais sa prise sur mon doigt était féroce. Les infirmières m'ont appris comment la tenir malgré tout l'équipement médical, comment lire ses signaux subtils, comment être sa mère quand tout semblait incertain. C'est une battante, m'a dit l'une des infirmières de nuit lors d'une tétée à 3 heures du matin. On peut toujours dire quel bébé ont cette étincelle supplémentaire. Votre fille là. Elle tient ça de sa mère, murmurai-je, regardant la petite poitrine de Grace se soulever et s'abaisser. L'infirmière, dont le badge indiquait Sandra, me lança un regard entendu. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé la nuit où vous êtes arrivé. Certains membres du personnel des urgences en parlaient. Je veux que vous sachiez que ce que votre famille a fait n'était pas juste mal, c'était diabolique. Sa franchise m'a surprise. Merci de dire ça. Parfois, je me demande si je réagis de manière excessive. Ce n'est pas le cas, dit fermement Sandra. Je suis infirmière depuis 30 ans. J'ai vu beaucoup de choses terribles que les gens se font les uns aux autres. Mais une mère refusant d'aider sa fille pendant l'accouchement, une sœur agressant une femme en travail. C'est un genre spécial de cruauté. Ils ne voient pas les choses comme ça. Dans leur esprit, j'étais gênante et dramatique. Alors ils ne sont pas seulement cruels, ils sont délirants. Sandra ajusta le tube d'alimentation de Grace avec une efficacité rodée. Quoi que vous prévoyiez de faire à leur sujet, ne vous sentez pas coupable. Ils ont fait leur choix. Je ne le ferai pas, promis-je. Les accusations criminelles ont été déposées un mardi matin. Ma mère a été accusée de mise en danger imprudente et de négligence criminelle. Mon père a fait face à des accusations similaires en tant que complice. Bethany a écopé d'une accusation d'agression en plus de la mise en danger. La procureure, une femme nommée Patricia Holbrook, avait été consternée par les preuves. J'ai 3 filles, m'a-t-elle dit lors de notre réunion.
La pensée de traiter l'une d'elles comme votre mère vous a traité me rend physiquement malade. Je vais poursuivre cette affaire personnellement. La nouvelle a frappé les journaux locaux cet après-midi-là. Le titre disait « Des résidents de Brookhaven accusés dans une affaire de négligence lors d'un accouchement ». L'article détaillait les charges sans me nommer, mais il incluait les noms, âge et adresse de mes parents. Le soir même, l'information avait été reprise par les médias régionaux. Le lendemain matin, elle était devenue virale sur les réseaux sociaux. Ma mère a appelé d'un numéro masqué que j'ai laissé passer juste pour entendre sa réaction. « Qu'est-ce que tu as fait ?» hurla-t-elle au moment où j'ai répondu. « Les accusations, les articles de presse. Tout le monde le sait. » « Oui, dis-je calmement. Ils le savent. Tu détruis cette famille pour rien. Tu allais bien. Le bébé allait bien. Grace a passé 2 semaines aux soins intensifs. Elle a des retards de développement qui pourraient être permanents. J'ai subi une chirurgie d'urgence et j'ai failli mourir d'une perte de sang. Mais bien sûr, maman, nous allions bien un point. C'est vindicatif et cruel. L'ironie était si épaisse que j'ai presque ri. Tu m'as dit de finir la vaisselle alors que j'étais en travail. Tu m'as traité de dramatique pendant que ton petit enfant mourait en moi. Tu as enjambé mon corps pour servir le dessert à tes amis. Et c'est moi la cruelle ? Nous ne savions pas que c'était si grave. Vous ne vous souciez pas assez de le découvrir. Il y a une différence. J'ai gardé ma voix égale, presque plaisante. Voici ce qui va se passer maintenant. Vous allez faire face à ces accusations au tribunal. Vous allez subir les conséquences de vos choix. Et si jamais vous approchez de moi ou de ma fille à nouveau, je demanderai une ordonnance restrictive si vite que ça vous fera tourner la tête. Ton père et moi pourrions tout perdre à cause de ça. Bien, dis-je, et je raccrochai. Les conséquences sociales se sont enchaînées comme des dominos. On a demandé à ma mère de quitter son poste de bénévole au centre pour personnes âgées en attendant l'issue du procès. Le country club où mes parents étaient membres depuis 15 ans a discrètement suggéré qu'ils seraient peut-être plus à l'aise ailleurs. La boutique de Bethany, déjà en difficulté, a vu une chute dramatique de la clientèle à mesure que la nouvelle des accusations d'agression se répandait. Mais la véritable dévastation est venue d'une source inattendue. J'avais donné une interview à un journaliste nommé Michael Torres, spécialisé dans les reportages d'investigation sur la violence familiale. Il m'avait approché après avoir lu les premiers rapports de presse, intéressé à faire un article plus approfondi sur la culture du rejet des urgences médicales des femmes. J'avais accepté à condition qu'il protège mon identité, mais qu'il inclue chaque détail de ce qui s'était passé. Son article a paru dans un grand magazine national 2 mois après le dépôt des charges. Il était intitulé « Le travail qu'ils ont refusé de reconnaître », et il était dévastateur par sa minutie. Michael avait interviewé les ambulanciers qui avaient répondu à l'appel de Nathalie, le médecin urgentiste qui m'avait traité en premier, l'assistante sociale qui avait documenté mon cas, et plusieurs anciens amis de mes parents qui étaient horrifiés par leur comportement. L'article est devenu viral immédiatement. Il a déclenché des conversations sur la misogynie médicale, les abus familiaux, et la façon dont la société rejette la douleur des femmes. Le nom de ma mère est devenu synonyme de cruauté insensible. Mon père est devenu l'homme qui a pris le téléphone de sa fille pendant qu'elle suppliait pour de l'aide. Bethany est devenue la femme qui a donné un coup de pied à sa sœur pendant l'accouchement. Leur prêteur hypothécaire a appelé 3 semaines après la publication de l'article. La valeur des propriétés à Brookhaven Estate avait commencé à baisser, alors que la réputation prestigieuse du quartier subissait coup après coup à cause du scandale. La banque voulait l'assurance que mes parents pourraient continuer à effectuer les paiements compte tenu de leur situation financière détériorée et des frais juridiques imminents. Ils n'ont pas pu fournir cette assurance. Les procédures de saisie ont commencé au début du printemps. À l'été, la maison a été mise en vente à découvert. La petite amie de Nathalie, Andrea, travaillant pour l'agence immobilière, me tenait au courant du processus. Les offres sont arrivées substantiellement en dessous de ce que mes parents devaient, les laissant avec une dette massive et nulle part où aller. Ta mère m'a appelé en pleurant hier, me dit Nathalie lors d'un de nos rendez-vous café. Nous étions dans un café près de mon nouvel appartement, et Grace dormait paisiblement dans sa poussette à côté de nous. Elle voulait que je te convainque de faire une déclaration publique disant que tu leur pardonnais. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Je lui ai dit que le pardon n'est pas quelque chose que l'on peut exiger de quelqu'un qu'on a blessé. Puis j'ai raccroché. Nathalie prit une gorgée de son latte. Est-ce mal si je ne suis même pas un petit peu désolé pour eux ?
Pas même légèrement, l'assurai-je. Ils subissent les conséquences naturelles de leurs actions. Personne ne les a forcés à me traiter comme une ordure. Personne ne les a obligés à ignorer une urgence médicale. Ils ont choisi cela. Le procès était prévu pour septembre. Patricia Holbrook a construit un dossier si solide que l'avocat de mes parents leur a recommandé d'accepter un plaidoyer de culpabilité. Ils ont refusé, convaincus qu'un jury se rangerait de leur côté une fois qu'ils auraient expliqué leur point de vue. Ils avaient tort. Le procès a duré 4 jours. J'ai témoigné le 2e jour, guidant le jury à travers chaque moment de cette soirée cauchemardesque. L'avocat de la défense a essayé de suggérer que j'avais exagéré mes symptômes, ou que je n'avais pas clairement communiqué la gravité de ma situation. Puis, Patricia a fait écouter l'enregistrement du 911. La voix de Nathalie, tremblante de peur, « S'il vous plaît, dépêchez-vous. » Elle ne répond plus. Il y a tellement de sang. La dispatcheuse, où est sa famille? Pourquoi ne l'aide-t-il pas? Ils sont dans la salle à manger. Ils peuvent m'entendre vous parler, mais ils ne viennent pas aider. Ils sont juste en train de manger et de rire. La salle d'audience est devenue silencieuse. J'ai regardé les visages des jurés passer d'une attention neutre à une horreur ouverte. Plusieurs jurés ont regardé mes parents avec un dégoût non dissimulé. Le docteur Steven a témoigné ensuite, expliquant avec des détails cliniques ce qui se passe lorsqu'un décollement placentaire n'est pas traité. Il a décrit la chirurgie, les transfusions sanguines, la course désespérée pour sauver ma vie et celle de Grace. Il a montré au jury les dossiers médicaux documentant l'étendue des dommages. En 20 ans de carrière comme obstétricien, je n'ai jamais vu un cas où des membres de la famille ont délibérément empêché une patiente en travail actif de recevoir des soins d'urgence, déclara-t-il. Le retard causé par les actions des accusés a directement entraîné des complications potentiellement mortelles pour la mère et l'enfant. La défense a essayé d'argumenter que mes parents ne pouvaient pas savoir que la situation était vraiment grave, que j'avais trop souvent crié au loup auparavant à propos de divers mots. Ils ont fait témoigner Bethany sur ma personnalité supposément dramatique. Patricia l'a détruite lors du contre-interrogatoire. Madame Garrett, vous avez témoigné que votre sœur exagérait fréquemment ses problèmes de santé pour attirer l'attention. Pouvez-vous fournir des exemples précis? Bethany s'agita, mal à l'aise. Elle se plaignait toujours de quelque chose. Maux de tête, maux d'estomac, peu importe. Combien de fois ces plaintes ont-elles entraîné des visites aux urgences? Je ne sais pas exactement. Selon les dossiers médicaux, votre sœur a visité les urgences 2 fois au cours des 5 années précédant cet incident. Une fois pour une appendicite suspectée qui s'est avérée être un kyste ovarien rompu nécessitant une intervention chirurgicale, et une fois pour une réaction allergique sévère. Qualifierez-vous cela de plaintes exagérées? Eh bien, non. Mais avez-vous donné un coup de pied à votre sœur pendant qu'elle était allongée sur le sol de la cuisine, en travail actif? C'était à peine une petite poussée. J'essayais de l'enjamber. Patricia a sorti les images de sécurité d'une caméra de sonnette de l'autre côté de la rue, qui avait capturé des vues partielles à travers les fenêtres avant de mes parents. L'angle n'était pas parfait, mais il montrait clairement la jambe de Bethany se balancer vers l'arrière avant d'avancer. C'était indubitablement un coup de pied, pas un contact accidentel. Cela ressemble-t-il à une petite poussée pour vous, Madame Garrett? Bethany n'avait aucune réponse. Le jury a délibéré pendant 3 heures. Ils ont trouvé ma mère coupable de mise en danger imprudente et de négligence criminelle. Mon père a été reconnu coupable comme complice. Bethany a été jugée coupable d'agression et de mise en danger. La sentence est tombée 2 semaines plus tard. Ma mère a écopé de 18 mois de prison dans le comté, avec 3 ans de probation. Mon père a eu 12 mois. Bethany a reçu 8 mois, plus des travaux d'intérêt général et des cours obligatoires de gestion de la colère. Mais la prison n'était pas la fin de leurs conséquences. Le procès civil a suivi. Timothy Walsh a déposé plainte au nom de Grace et moi, demandant des dommages et intérêts pour les frais médicaux, la douleur et la souffrance, et les coûts à long terme de la thérapie développementale continue de Grace. Le montant était assez substantiel pour anéantir le peu de stabilité financière qu'il restait à mes parents. Ils n'ont eu d'autre choix que de régler à l'amiable. Leur assurance habitation a couvert une partie, mais ils étaient personnellement responsables du reste. Les termes du règlement incluaient un plan de paiement structuré qui drainerait leurs finances pour les années à venir. La boutique de Bethany a fermé définitivement cet automne-là. Mes parents ont déménagé dans un petit appartement dans une partie moins prestigieuse de la ville.
Leur cercle social s'est réduit à néant. Mon père a pris un emploi à temps partiel dans une quincaillerie pour aider à couvrir leurs dettes juridiques. Ma mère, qui avait construit toute son identité autour de son statut et de sa réputation, est devenue une paria dans la communauté qu'elle avait autrefois tenté de dominer. J'ai regardé tout cela se dérouler avec un sentiment de sombre satisfaction. Pas exactement de la joie, plutôt comme la sensation de voir un os brisé enfin remis en place correctement après des années de mauvaise guérison. Ça faisait mal, mais c'était nécessaire. Grace a célébré son premier anniversaire dans notre appartement lumineux et joyeux, entouré de gens qui l'aimaient vraiment. Nathalie et Andrea étaient là, ainsi que plusieurs amis de mon nouveau groupe de mamans, et certaines des infirmières des soins intensifs qui avaient aidé à sauver la vie de Grace. Nous avons mangé du gâteau et chanté des chansons, et ma fille a ri avec une joie pure et simple. Elle va tellement bien, dit Sandra, l'infirmière de nuit, alors que nous regardions Grace démolir un cupcake avec une détermination unique. Les retards de développement qui vous inquiétaient semblent se résoudre joliment. Son physiothérapeute dit qu'elle a rattrapé le niveau où elle devrait être, confirmez-je. Nous ne sommes pas encore sortis d'affaires, mais le pronostic est bon. Et vous, comment allez-vous, demanda Sandra en me lançant un regard entendu. J'ai réfléchi sérieusement à la question. Les cauchemars s'étaient estompés. L'anxiété qui montait en flèche chaque fois que quelqu'un élevait la voix avait diminué. J'avais commencé une thérapie il y a 6 mois, et j'apprenais à traiter le traumatisme de cette nuit sans le laisser me définir. Je vais mieux, dis-je honnêtement. Certains jours sont plus durs que d'autres, mais dans l'ensemble, je construis la vie que je veux au lieu de celle qu'ils ont essayé de m'imposer. Tant mieux pour vous, dit chaleureusement Sandra. Vous méritez cela. Mon téléphone a sonné plus tard dans la soirée, après que tout le monde fut parti et que Grace fut endormie dans son berceau. Je n'ai pas reconnu le numéro, mais j'ai répondu quand même, curieuse. Ceci est un appel prépayé du centre de détention du comté, annonça une voix automatisée. Acceptez-vous un appel de Hélène Garrett? J'ai presque raccroché. Mon doigt a plané sur le bouton de fin d'appel pendant plusieurs longues secondes. Puis, curieuse de ce qu'elle pouvait bien avoir à dire maintenant, j'ai accepté. Merci d'avoir pris mon appel, dit ma mère, sa voix plus petite que je ne l'avais jamais entendue. Je n'étais pas sûr que tu le ferais. J'ai failli ne pas le faire. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais te dire que je suis désolé. Elle marqua une pause, et je l'entendis prendre une respiration tremblante. Je sais que tu ne me crois probablement pas, et je comprends pourquoi, mais j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir ici, et j'ai besoin que tu saches que je suis désolé pour ce que je t'ai fait. Es-tu désolé parce que tu es en prison, demandai-je. Ou es-tu désolé parce que tu comprends enfin que ce que tu as fait était mal? Une autre longue pause. Les deux, peut-être. Je ne sais plus. Tout s'est effondré si vite. La maison, nos amis, notre réputation. Tout est parti. Bethany ne veut plus me parler. Ton père me regarde à peine. Je continue de rejouer cette nuit dans ma tête, essayant de comprendre comment j'ai pu être si aveugle. Tu n'étais pas aveugle, maman. Tu voyais exactement ce qui se passait. Tu ne te souciais juste pas assez de m'aider. Ce n'est pas vrai, protesta-t-elle faiblement. Si, c'est vrai. Tu te souciais plus d'impressionner tes invités à dîner que de la vie de ta fille. Tu te souciais plus de ton sol de cuisine immaculé que de la sécurité de ton petit enfant. Ce sont des choix que tu as faits. Je pensais que j'avais plus de temps, chuchota-t-elle. Je pensais vraiment que le travail prenait des heures et des heures. Je pensais que tu réagissais de manière excessive comme tu. Elle s'arrêta. Comme je quoi? J'exagérais? J'inventais des choses pour attirer l'attention? Je sentis la colère monter dans ma poitrine. J'ai eu un kyste ovarien rompu qui a nécessité une chirurgie d'urgence, et tu m'as dit que j'étais dramatique. J'ai eu une réaction allergique sévère qui aurait pu me tuer, et tu as dit que je faisais une scène. Quand exactement étais-je censé apprendre que tu me croirais au sujet d'une urgence médicale? J'avais tort, dit-elle, pleurant maintenant. Surtout. J'étais tellement concentré sur l'apparence des choses, sur le maintien des apparences, que j'ai perdu de vue ce qui importait réellement. Et maintenant j'ai tout perdu. Tu n'as pas tout perdu, maman. Tu as tout jeté. Il y a une différence. J'ai regardé la porte fermée de la chambre de Grace, pensant à la magnifique petite personne féroce qui dormait de l'autre côté. Tu avais une fille qui aurait pardonné presque n'importe quoi. Tu avais un petit enfant qui méritait de connaître sa famille.
Tu as eu des chances d'être meilleur, de faire mieux. Tu as choisi de ne pas les saisir. Peux-tu un jour me pardonner? Sa voix se brisa sur le dernier mot. J'ai considéré la question honnêtement. Le pardon était compliqué, désordonné, rien à voir avec la résolution soignée dont les gens parlaient dans les livres de développement personnel. Pourrais-je lui pardonner un jour? Peut-être. Méritait-elle ce pardon maintenant? Absolument pas, je ne sais pas, dis-je finalement. Ce que je sais, c'est que le pardon n'est pas quelque chose que l'on peut demander comme une faveur. C'est quelque chose qui pourrait arriver organiquement si tu changes vraiment. Et si je décide que notre relation vaut la peine d'être reconstruite. Pour l'instant, je me concentre sur ma fille et ma propre guérison. Tu ne fais pas partie de cette équation. Je comprends. Elle semblait vaincue. Me feras-tu au moins savoir comment va Grace? Juste des mises à jour. Rien de plus. Je ne demanderai pas à la voir ou à te contacter autrement. Je veux juste savoir qu'elle va bien. La demande ressemblait à un piège, une autre façon de s'insérer dans ma vie. Mais une petite partie de moi, la partie qui se souvenait encore d'être une petite fille qui voulait l'approbation de sa mère, l'a considérée. J'y penserai, dis-je. Mais je ne fais aucune promesse. C'est plus que ce que je mérite. Merci. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire autre chose, et je me suis assise dans l'appartement calme, traitant la conversation. Grace fit un petit bruit depuis sa chambre et je suis allé voir. Elle avait repoussé sa couverture et était étalée dans le berceau, de cette façon désarticulée dont dorment les bébés, complètement en paix. En la regardant, j'ai ressenti le poids de chaque décision que j'avais prise au cours de l'année passée. Le rapport de police, le procès, la poursuite civile, le démantèlement systématique de la vie de mes parents. Rien de tout cela n'avait été une question de vengeance au sens traditionnel. Pas vraiment. Il s'agissait de s'assurer que ma fille grandisse en sachant que les actions ont des conséquences, que la cruauté ne reste pas impunie, et que sa mère se battrait pour elle avec tout ce qui était disponible. Mon téléphone a vibré avec un texto de Nathalie, qui avait vu l'appel passer sur le registre de la prison en ligne. Ça va? J'ai souri et répondu, oui, en fait. Vraiment. Parce que c'était la vérité. Grace était en bonne santé. Nous avions une maison sûre et confortable. J'avais un travail que j'aimais et des amis qui me soutenaient. La chute de ma famille n'avait pas magiquement guéri mon traumatisme ni effacé ce qui s'était passé, mais elle avait créé l'espace pour que je construise quelque chose de mieux. Les mois suivants ont apporté plus de changements. Patricia Holbrook m'a contacté pour me demander si je serais prête à parler lors de conférences sur la violence familiale et la défense médicale. J'ai accepté, et j'ai découvert que j'avais un talent pour parler en public, pour transformer ma douleur en quelque chose qui pourrait aider les autres à reconnaître les abus dans leur propre vie. Bethany a envoyé une lettre tentant de s'excuser et demandant si nous pouvions reconstruire notre relation. Je l'ai lue une fois, puis je l'ai classée sans répondre. Elle m'avait agressé alors que j'étais en travail, puis avait essayé de minimiser cela au tribunal. Quel que soit le lien fraternel qui avait pu exister, il était irrémédiablement rompu. Certaines choses ne pouvaient pas être réparées avec des mots. Mon père n'a jamais pris contact du tout, ce qui semblait quelque part approprié. Il avait toujours été un participant passif à la cruauté de ma mère, la permettant par son silence. Au moins, il était cohérent. Grace a commencé à marcher à 13 mois, un peu plus tard que la moyenne, mais toujours bien dans la norme. Ses premiers pas ont été vers moi, les bras tendus, le visage illuminé d'une concentration ravie. Je l'ai attrapée et je l'ai fait tourner pendant qu'elle riait. Et j'ai pensé à tous les moments que mes parents allaient manquer à cause de leur choix. Leur perte, mon gain. Pour le 2e anniversaire de cette nuit terrible, j'ai fait quelque chose que je planifiais depuis des mois. J'ai créé une fondation pour aider les femmes vivant des urgences médicales pendant la grossesse et l'accouchement. Le financement initial provenait du règlement civil, l'argent que mes parents avaient été forcés de payer pour avoir failli détruire ma vie et celle de Grace. Je l'ai nommé la Grace Winters Foundation for Maternal Advocacy. Nous fournissions une aide financière d'urgence aux femmes ayant besoin de soins médicaux immédiats, un soutien juridique pour les victimes de négligence médicale liée à la naissance, et des programmes éducatifs sur la reconnaissance des complications de la grossesse. Nous maintenions également une ligne d'assistance d'urgence, tenue par des infirmières et des défenseurs qui comprenaient que lorsqu'une femme dit que quelque chose ne va pas avec son corps, elle mérite d'être crue. La fondation a grandi plus vite que je ne l'avais prévu. Les dons ont afflué de personnes qui avaient lu mon histoire,
et voulait aider à s'assurer que personne d'autre ne traverse ce que j'avais vécu. Nous avons étendu les services, embauché plus de personnel, et commencé à travailler avec les hôpitaux pour améliorer leur protocole de gestion de l'interférence familiale avec les soins aux patients. Ma mère a envoyé une lettre de prison exprimant sa fierté pour ce que j'avais construit. Je n'ai pas répondu. Elle n'avait pas le droit de revendiquer un quelconque crédit pour quelque chose créé à partir des cendres de sa cruauté. Grace a eu 3 ans alors. Elle a commencé la maternelle et s'est fait des amis facilement. Ses retards antérieurs se sont complètement résolus. Elle aimait les dinosaures, la peinture au doigt, et posait des questions impossibles sur le fonctionnement du monde. Elle était curieuse, compatissante, et complètement inconsciente que sa grand-mère maternelle était en prison pour avoir failli la tuer. Un jour, je lui raconterai toute l'histoire quand elle sera assez grande pour comprendre, pour traiter ce que cela signifie. Pour l'instant, elle savait qu'elle avait une maman qu'il aimait, une famille élargie de parents choisis qu'il adorait, et un monde plein de possibilités. Ma mère a été libérée après avoir purgé 14 mois de sa peine. Je l'ai appris par Nathalie, qui maintenait encore un contact minimal avec ce côté de la famille par sens du devoir envers ses propres parents. Elle vit avec ton père dans cet appartement, rapporta Nathalie. Elle travaille comme caissière dans une épicerie. Apparemment, elle est très calme maintenant. Elle reste dans son coin. Bien, dis-je sans sympathie. Elle a demandé s'il y avait une chance de voir Grace. Absolument pas. C'est ce que je lui ai dit que tu dirais. Nathalie marqua une pause. Pour ce que ça vaut, elle semble sincèrement brisée par tout ce qui s'est passé. Elle devrait être brisée, dis-je platement. Être brisée, c'est ce qui arrive quand on essaie de maintenir une façade tout en pourrissant de l'intérieur. Finalement, toute la structure s'effondre. Je n'ai jamais envoyé de mise à jour à ma mère concernant Grace. Cette petite considération que j'avais mentionnée pouvoir étendre ne s'est jamais matérialisée en action. Elle avait parié sur la vie de sa fille et avait tout perdu. Les conséquences étaient à elle de porter. La fondation a célébré son 5e anniversaire avec un gala de levée de fonds. Nous avons aidé plus de 2,000 femmes durant cette période, empêché d'innombrables urgences médicales de s'aggraver, et plaidé avec succès pour des changements de politique dans les protocoles de soins hospitaliers. Grace, maintenant âgée de 7 ans, m'a aidé à couper le ruban cérémoniel pendant que les caméras crépitaient. C'est pourquoi la fondation déjà, demanda-t-elle alors que nous posions pour des photos. Elle aide les mamans qui sont malades ou blessées à obtenir l'aide dont elles ont besoin, expliquai-je simplement. Comme quand j'étais un bébé et que j'étais malade. Exactement comme ça. Elle considéra cela sérieusement. C'est bien. Tout le monde devrait aider les mamans. Oui, convins-je en la serrant contre moi. Tout le monde devrait. Ce soir-là, après la fin du gala et alors que Grace dormait, je me suis assise dans mon bureau à domicile en regardant les photos de l'événement. Il y en avait une de Grace et moi ensemble, souriant toutes les deux sincèrement, entourées de gens qui étaient devenus notre famille choisie. Nous avions l'air heureuses. Nous étions heureuses. J'ai pensé à mes parents dans leur petit appartement, leur statut social détruit, leurs finances en ruine, leur fille et leur petit enfant définitivement hors de leur portée. J'ai pensé à Bethany travaillant dans le commerce de détail après l'échec de sa boutique, éloignée de la famille qui avait permis sa cruauté pendant si longtemps. Est-ce que je me sentais coupable de leur souffrance? Non, pas même un peu. Ils avaient fait leur choix cette nuit-là dans leur cuisine coûteuse, enjambant mon corps pendant que je suppliais pour de l'aide. Ils avaient choisi leur image plutôt que ma vie, leur confort plutôt que la survie de ma fille. Chaque conséquence à laquelle ils faisaient face découlait directement de ces choix. J'avais simplement fait en sorte que le monde sache qui ils étaient vraiment derrière la façade polie. Le reste avait été inévitable. Grace a appelé depuis sa chambre, faisant probablement un mauvais rêve. Je suis allé vers elle immédiatement, la rassemblant dans mes bras et murmurant des réassurances jusqu'à ce qu'elle se détende et se rendorme. C'était ce que la famille devrait être présent quand c'est nécessaire, se croire les uns les autres, protéger les vulnérables. Mes parents avaient échoué à toutes ces choses. Ils avaient échoué spectaculairement, publiquement, avec des conséquences qui les suivraient pour le reste de leur vie. Et j'avais réussi à construire quelque chose de mieux à partir des ruines qu'ils avaient créées. Une fondation qui aidait les autres. Une fille qui savait qu'elle était aimée. Une vie libre de gens qui valorisaient l'apparence plus que l'humanité. En fin de compte, c'était la plus grande vengeance de toutes. Non pas leur souffrance, mais mon épanouissement. Ils ont essayé de me briser, et à la place,
Je suis devenue plus forte. Ils ont rejeté ma douleur, et je l'ai transformée en but. Ils ont failli détruire ma fille, et j'ai construit une organisation qui protégeait des milliers de filles. Ils ont tout perdu en essayant de maintenir une illusion de perfection. J'ai tout gagné en embrassant la réalité imparfaite et en me battant pour la rendre meilleure. Certains pourraient dire que je devrais leur pardonner. Que s'accrocher à la colère était toxique. Que tout le monde méritait une seconde chance. Ces gens n'ont pas eu à s'allonger sur le sol d'une cuisine en suppliant leur mère de l'aider, pendant que leur bébé mourait en eux. Le pardon était un cadeau, pas une obligation. Et certaines personnes ne le méritaient tout simplement pas. J'ai éteint la lumière du bureau et je suis allé voir Grace une dernière fois avant de me coucher. Elle dormait paisiblement, en sécurité et aimée, entourée de gens qui remueraient ciel et terre pour la protéger. Mes parents avaient fait leur choix. J'avais fait les miens, et je n'en regretterai jamais un seul.